Le vent qui hurlait depuis le lac Michigan était brutal, faisant chuter la température à Chicago à -10 degrés la veille de Noël. Mais ce n'était rien comparé à la glace absolue qui émanait des yeux de ma femme. Je me tenais parfaitement immobile sur le porche enneigé de notre vaste domaine de banlieue à 2,2 millions de dollars. Mon souffle se transformait en d'épais nuages blancs dans l'air glacial. Sarafina se tenait dans le hall d'entrée chaud et vivement éclairé, portant une superbe robe pourpre faite sur mesure qui la moulait parfaitement. Elle ressemblait à une riche directrice de banque d'investissement, prête pour un gala de la haute société. Je ressemblais à ce qu'elle avait toujours prétendu que j'étais, un pathétique technicien informatique freelance, un raté, dans un sweat à capuche gris délavé et des bottes usées. Elle plongea la main dans son sac de créateur, en sortit une carte prépayée en plastique bon marché de station-service, et la jeta à mes pieds. Elle atterrit dans la neige fraîche avec un petit claquement pathétique. Thaddeus et son fils, Cash, ont besoin d'un environnement d'élite et impeccable pour discuter de notre future stratégie de fusion, dit-elle, sa voix dégoulinant d'un dégoût absolument venimeux. Ce sont les hommes les plus puissants de ma banque d'investissement. Te voir te promener dans un sweat à capuche déchirée, puant l'huile d'ordinateur et les chèques, m'humiliera complètement. Prends ces $300, trouve-toi un motel de bord de route bon marché en périphérie de la ville, et ne montre pas ton visage avant que Noël ne soit complètement terminé. Ne ruine pas ma carrière avec ton existence pathétique. Je fixai le fragile morceau de plastique qui s'enfonçait dans la neige blanche et glacée. Des années de mariage, des années à ravaler ma fierté, à me mettre en retrait, et à la laisser briller. Et c'était ma récompense, être exilé dans un véritable blizzard pour qu'elle puisse jouer les hôtesses pour ses riches patrons. Je sentais mon cœur battre un rythme lourd et agressif contre mes côtes. Mais j'ai forcé chaque muscle de mon visage à rester complètement paralysé. Je veux un silence absolu, ajouta Sarafina, son ton se durcissant en une menace directe. Pas d'appel téléphonique, pas de texto pour te plaindre du froid. Si Thaddeus découvre que j'ai un mari qui est un poids mort, caché en arrière-plan et qui ne peut même pas s'offrir un costume correct, je serai la risée de tout le quartier financier. Va-t'en. Maintenant. Avant de vous révéler ce que j'ai fait ensuite, dites-moi dans les commentaires quelle est la chose la plus froide et la plus impitoyable qu'un partenaire vous ait jamais dite. Appuyez sur « S'abonner » si vous croyez que le karma finit toujours par recouvrer ses dettes massives. Elle n'attendit pas ma réponse. Elle recula simplement d'un pas et me claqua la lourde porte d'entrée en chaîne au nez. Le clic métallique et sec du pêne dormant glissant en place résonna violemment dans l'air glacial de la nuit. C'était le son d'une femme entièrement convaincue de détenir tout le pouvoir. Elle croyait sincèrement qu'elle venait de se débarrasser d'un homme faible et sans défense, qui avait désespérément besoin d'elle pour survivre. Elle pensait que j'allais ramasser cette carte en plastique bon marché avec des doigts tremblants, marcher dans la tempête mortelle, et m'endormir en pleurant dans une chambre de motel infestée de puces. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas martelé la lourde porte de mes poings. Je ne l'ai pas supplié de me laisser rester à l'intérieur de la maison qui, secrètement, m'appartenait. J'ai laissé la carte à $300 enfouie dans la neige. Je me suis retourné et j'ai descendu la longue allée glacée. Mes bottes crissaient lourdement sur le sol gelé, mais mon esprit fonctionnait avec une clarté terrifiante et absolue. Le mari aimant et conciliant, qui avait patiemment enduré des années de sa supériorité toxique, était officiellement mort, enterré là, sur le porche. Elle voulait jouer à un jeu d'entreprise impitoyable. Elle voulait privilégier la richesse et le statut au détriment de la décence humaine la plus élémentaire. Elle n'avait absolument aucune idée qu'elle venait de laisser un prédateur dehors, dans la neige, et l'avalanche que j'étais sur le point de déclencher allait ensevelir son monde entier. Je n'ai pas eu à marcher longtemps dans la tempête blanche et aveuglante. À seulement 2 pâtés de maison, dans la rue de banlieue sombre et enneigée, un SUV noir blindé et élégant tournait tranquillement au ralenti sous un lampadaire vacillant. L'énorme moteur bourdonnait avec une vibration basse et puissante. Alors que j'approchais, le chauffeur, un ancien contractuel militaire nommé Marcus, sortit immédiatement dans le vent glacial et m'ouvrit la lourde portière arrière. « Bonsoir, monsieur », dit doucement Marcus, ses yeux balayant la rue déserte avec une efficacité experte. « Emmenez-moi en ville, Marcus. » « Aux Pentouses », répondis-je, ma voix stable et dangereusement calme. Je me glissai à l'intérieur du véhicule, sur les sièges en cuir chauffant faits sur mesure. La lourde portière se referma, instantanément, coupant le hurlement violent du blizzard. Alors que le SUV glissait en douceur sur les routes verglacées, laissant loin derrière l'illusion suburbaine de mon mariage,
mon esprit commença à cataloguer automatiquement le musée massif de la douleur que j'avais enduré ces 4 dernières années. Le fait que Sarafina m'ait mis à la porte n'était pas un incident isolé. C'était le grand final explosif d'une longue et torturante symphonie de manque de respect. Mes pensées dérivèrent vers un dîner de Thanksgiving précis, il y a tout juste un an. Toute sa famille prétentieuse s'était réunie autour de l'imposante table de salle à manger en acajou. Ses parents, qui encourageaient fièrement chaque trait toxique qu'elle possédait, distribuaient des cadeaux somptueux. Ils tendirent à évander, son frère aîné et l'indéniable enfant prodige de la famille, une énorme boîte contenant une montre Rolex personnalisée. Ils le louèrent sans fin pour son travail soi-disant brillant dans la gestion d'un petit fonds spéculatif. Puis sa mère se tourna vers moi avec un sourire pincé et condescendant et me tendit un mince livre de poche aux couleurs vives. Il s'intitulait « Gestion financière de base pour les personnes à faible revenu ». Evander avait ri si fort qu'il avait failli s'étouffer avec son vin. Sarafina ne me défendit pas. Elle me tapota simplement la main et me dit que je devrais vraiment prendre le temps de le lire, puisque ma petite entreprise de réparation d'ordinateurs en freelance n'allait clairement nulle part. Je me souviens avoir serré ma fourchette sous la table jusqu'à ce que mes jointures deviennent complètement blanches, ravalant la vérité explosive qui aurait pu faire voler en éclats leur petit monde arrogant en 1 million de morceaux. L'ironie suffocante de ce moment avait le goût de la cendre pure dans ma bouche. Evander, l'enfant prodige, était une fraude financière totale. 2 ans avant notre mariage, Sarafina avait secrètement co-signé un énorme prêt commercial pour lui. Il avait dilapidé l'argent dans des investissements horribles et avait complètement ruiné sa cote de crédit, l'amenant presque à la faillite totale. Quand nous nous sommes mariés, elle était terrifiée que ses collègues de la banque d'investissement découvrent qu'elle ne pouvait même pas se qualifier pour un prêt hypothécaire de base. Elle sanglotait dans mes bras, suppliant de trouver une issue. Parce que je l'aimais, je l'ai sauvée. Mais je l'ai fait en silence. J'ai contacté mon équipe d'élite en gestion d'actifs en Suisse. J'ai utilisé une fiducie aveugle hautement cryptée pour acheter ce vaste domaine de banlieue à 2,2 millions de dollars, entièrement en espèces. J'ai légalement structuré l'acte de propriété de sorte que mon entité corporative anonyme en détienne la propriété absolue, mais j'ai permis à Sarafina d'être listée sur le papier comme la locataire autorisée principale. J'ai littéralement acheté la maison et je lui ai remis les clés, enveloppées dans un mensonge parfait, pour protéger son ego fragile. Elle a pris mon sacrifice financier massif, l'a tordu dans son esprit, et a fini par se convaincre que son travail acharné à la banque avait en quelque sorte manifesté cette propriété. Elle a commencé à me traiter comme un profiteur dans la maison même que ma fortune cachée avait entièrement financée. Elle se moquait de mes vêtements délavés, ricanait des longues heures que je passais à taper sur mon ordinateur portable dans la chambre d'amis, et me rappelait constamment à quel point j'avais de la chance qu'une étoile montante de l'entreprise se soit contentée d'un poids mort financier. Je regardais par la fenêtre teintée du SUV, observant la ligne d'horizon imposante et scintillante du centre-ville de Chicago émerger à travers la neige qui tombait. Ils pensaient tous que j'étais un perdant faible et pathétique. Ils pensaient que j'étais en train de grelotter dans un fossé terrifiant au bord de la route. Je plongeai la main dans la poche intérieure de ma veste délavée et en sortis une lourde carte clé en titane noir mat. Il n'y avait ni nom ni logo dessus, juste une puce électronique élégamment intégrée. C'était la clé physique d'une vie que Sarafina ne pouvait même pas commencer à comprendre. Ils voulaient vénérer l'argent et le pouvoir. Ils étaient sur le point d'apprendre à quoi ressemblait le vrai pouvoir, le pouvoir intouchable. Le SUV blindé entra dans le parking souterrain hautement sécurisé de la résidence la plus exclusive du centre-ville de Chicago. Marcus m'ouvrit la portière, m'offrant un bref hochement de tête respectueux alors que je sortais dans l'air climatisé. Je contournai complètement le hall principal, marchant directement vers un ascenseur privé en acier renforcé, niché dans un couloir à accès restreint. Je passai la lourde carte en titane noir et appuyai mon pouce contre le scanner biométrique. La lumière clignota d'un vert émeraude vif et l'ascenseur monta en flèche, filant vers le sommet même de l'immense gratte-ciel. Les portes en acier poli s'ouvrirent silencieusement, révélant un pantouse tentaculaire et à couper le souffle de 15 millions de dollars. Des murs de verre du sol au plafond offraient une vue panoramique, vaste et ininterrompue, sur toute la ligne d'horizon de la ville enneigée. L'espace était un chef-d'œuvre de luxe moderne, décoré de bois sombre et riche, de cuir italien importé, et d'un éclairage d'ambiance automatisé qui s'ajustait instantanément à ma présence. Je me dirigeai vers l'immense bar et me servis 2 doigts d'un scotch de 50 ans d'âge qui coûtait plus que ce que Sarafina gagnait en un trimestre fiscal entier. Je me tenais près de la baie vitrée, regardant la ville illuminée. Le contraste était presque comique.
le sweat à capuche gris déchiré et délavé que je portais jurait agressivement avec l'opulence absurde qui m'entourait. Pendant 4 ans, j'avais délibérément porté ces vêtements bon marché. J'avais conduit une berline rouillée de 10 ans. J'avais joué le rôle du mari invisible et quelconque parce que je voulais un sanctuaire, loin du monde corporatif vicieux et impitoyable dans lequel j'opérais réellement. Je me dirigeais vers le bureau en marbre noir élégant au centre du vaste bureau à domicile et allumai ma station de travail principale. Les 3 moniteurs s'illuminèrent, éclairant la pièce sombre. Il était temps de lever le rideau. J'ouvris un canal de communication hautement crypté et appelai mon gestionnaire de fortune principal à Genève. Il répondit dès la première sonnerie, malgré l'énorme décalage horaire. « Bonsoir, monsieur. » « Préparez le dossier X, ordonnai-je, ma voix complètement dénuée d'émotion. La ligne resta silencieuse une brève seconde avant qu'il ne réponde. « Compris. Nous initions les protocoles de verrouillage financier absolu. Dois-je préparer les ordres de reprise de possession d'actifs pour le domaine de banlieue? Gardez-les en attente, instruisis-je, prenant une lente gorgée du scotch brûlant. Je veux que le piège soit entièrement armé, mais je ne veux pas que les mâchoires se referment avant que je ne donne le feu vert explicite. Je vais d'abord les laisser profiter de leurs vacances. Je mis fin à la connexion et me penchai en arrière dans mon lourd fauteuil en cuir. Avant d'exécuter l'annihilation totale de sa carrière, j'avais besoin de voir exactement comment elle célébrait mon absence. Il y a 6 mois, j'avais remarqué des écarts massifs dans les comptes chèques conjoints que je finançais pour couvrir ses prétendues dépenses personnelles. Des centaines de milliers de dollars disparaissaient discrètement. Parce que je suis un homme qui conçoit des systèmes de cybersécurité quantique pour vivre, je ne l'ai pas confronté avec des larmes ou des accusations. J'ai simplement attendu qu'elle parte en voyage d'affaires et j'ai truffé toute la maison de banlieue de caméras de surveillance microscopiques dernier cri. Je les ai cachées dans le salon, la cuisine, la salle à manger et le hall d'entrée. Je n'avais jamais vraiment vérifié les flux, gardant un espoir pathétique et désespéré que j'étais juste paranoïaque. Mais ce soir, cet espoir était mort. J'ouvris l'application de sécurité secrète sur mon bureau, contournai les protocoles de double authentification, et affichai les flux des caméras haute définition de la maison de banlieue. La grille de vidéo se chargea instantanément, diffusant des images cristallines et en couleur du salon impeccable que j'avais passé à l'aspirateur ce matin même. Je voulais juste la voir recevoir son patron. Je voulais la voir lécher les bottes de Thaddeus dans sa belle robe pourpre. Mais ce qui apparut sur cet écran net à exactement 20 heures du soir tua à jamais l'homme indulgent qui était en moi. C'était un spectacle si profondément ignoble qu'il a sectionné de manière permanente tout attachement émotionnel résiduel que j'avais encore pour cette femme. Le flux haute définition de la caméra du salon montrait un feu rugissant qui brûlait vivement dans l'imposante cheminée en pierre. Le grand sapin de Noël dans le coin scintillait d'ornements en verre coûteux. Mais le président de la banque d'investissement, Thaddeus, âgé de 60 ans, n'était nulle part en vue. Aucune réunion de stratégie d'entreprise n'avait lieu. Aucun portefeuille financier n'était étalé sur la table basse. Au lieu de cela, un jeune homme impeccablement vêtu entra dans le champ. Il portait un costume italien fait sur mesure, ses cheveux parfaitement coiffés, tenant un verre en cristal de mon vin coûteux. C'était Cash, le fils arrogant et profondément privilégié de Thaddeus, âgé de 30 ans, le vice-président nouvellement nommé de la banque. Sarafina glissa dans le champ de la caméra, riant doucement. Elle tendit la main, attrapa les revers du costume coûteux de Cash, et le tira violemment contre sa poitrine. J'étais assis, parfaitement immobile dans mon pentouse, le scotch de 50 ans devenant complètement insipide dans ma bouche. Je regardais en silence, absolument glacé, ma femme embrasser passionnément un autre homme en plein centre du salon que j'avais payé. Le baiser n'était pas hésitant. Il était désespéré, profondément familier, et agressivement affamé. Ils trébuchèrent en arrière, s'effondrant sur le tapis blanc et moelleux que j'avais personnellement lavé à la main le week-end dernier. Les microphones cachés très sensibles captèrent leur voix chuchotée et avide avec une clarté écœurante. Je pensais que tu ne te débarrasserais jamais de ce perdant pathétique, rit Cash, un son aigu et grinçant qui résonna bruyamment dans ma maison silencieuse. Es-tu absolument sûr qu'il ne reviendra pas? Il est complètement parti, Cash, ronronna Sarafina en passant ses doigts manucurés dans ses cheveux. Je lui ai jeté une carte de station-service bon marché au pied et je lui ai dit que mon père et mon patron avaient besoin de la maison. Il est resté là comme un chien battu, a ravalé sa fierté, et est parti dans un véritable blizzard. Il a trop peur de moi pour oser discuter.
Nous avons tout ce vaste domaine pour nous seuls jusqu'à ce que ma famille arrive demain après-midi. Cash sourit d'un air suffisant, prenant une autre gorgée de vin. Mon père pense toujours que je suis dans une station de ski privée à Aspen. Il n'a absolument aucune idée que je suis revenu en ville plus tôt juste pour inaugurer ta nouvelle maison. Tu sais que le vieil homme va te promouvoir directrice exécutive, n'est-ce pas? Dès que tu finaliseras le divorce et que tu te débarrasseras de ce poids mort embarrassant que tu appelles un mari, le bureau de la direction sera à toi. Mon père veut un requin impitoyable à la tête de la division des fusions, pas quelqu'un lié à un geek informatique fauché. Je le forcerai à signer l'accord postnuptial demain, quand mes parents arriveront, l'assura Sarafina, sa voix emplie d'une certitude arrogante. Mon frère Evandé sait exactement comment l'intimider. Une fois qu'il aura renoncé à tout droit sur cette propriété, je déposerai les papiers du divorce le soir du Nouvel An. Je prendrai cette maison, j'obtiendrai cette énorme promotion, et nous pourrons enfin être ensemble publiquement. Il ne se battra pas. Il est bien trop faible pour engager un vrai avocat. Je fixai les moniteurs lumineux, ma poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme de respiration lente et lourdement calculée. L'audace de son illusion était proprement stupéfiante. Elle ne se contentait pas de me tromper. Elle complotait activement pour voler une maison de 2,2 millions de dollars que je possédais secrètement, utilisant ma fortune cachée pour financer une nouvelle vie luxueuse avec le fils arrogant de son patron. Elle croyait sincèrement qu'elle était en train de manigancer le crime d'entreprise parfait. Je ne ressentis pas la moindre once de chagrin. La douleur atroce de la trahison s'évapora complètement, remplacée instantanément par la logique glaciale et terrifiante d'un président-directeur général impitoyable. L'homme qu'il aimait était mort. Le fantôme qui contrôlait l'épine dorsale financière de Wall Street était maintenant pleinement éveillé. Je tendis la main et appuyai sur une seule touche de mon clavier mécanique, configurant le système de sécurité pour enregistrer et sauvegarder en permanence chaque seconde de leur escapade de vacances illicites, directement sur mes serveurs cloud offshore sécurisés. Laissez-les boire le vin. Laissez-les se rouler sur mon tapis. Laissez-les planifier leur grand avenir corporatif ensemble. Elle voulait jouer à la manipulation de contrats avec un fantôme qui construisait activement les algorithmes financiers sur lesquels elle s'appuyait chaque jour. Que les jeux commencent. L'horloge numérique sur mon écran passa à midi le jour de Noël. J'avais dormi exactement 4 heures, mon esprit entièrement concentré sur l'architecture complexe de la destruction absolue. Je me rassis au centre de commandement de mon Penthouse, sirotant une tasse de café noir fort et réactivé le son des flux de sécurité. La scène qui se déroulait dans le hall d'entrée de ma banlieue était chaotique et incroyablement bruyante. Toute la famille toxique de Sarafina était arrivée. Son père entra en force, secouant la neige épaisse de son manteau, suivi de près par sa mère, qui critiquait déjà bruyamment l'emplacement de la couronne de Noël. Evandé, l'enfant prodige, entra juste derrière d'un pas arrogant, portant une écharpe de créateur ridicule, et pile au bon moment, le poids lourd arriva. Thaddeus, l'imposant président de 60 ans de la banque d'investissement, pénétra dans la maison, complètement inconscient du fait que son fils avait passé toute la nuit à se rouler avec sa meilleure directrice. Sarafina l'accueillit avec un sourire mielleux et très professionnel, lui tendant immédiatement une tasse de café coûteux. « Où est le poids mort » demandai-je à voix haute, riant alors qu'il jetait ses clés sur l'îlot de cuisine en granit. « Ne me dis pas que Callum dort encore dans la chambre d'amis. »« Je l'ai mis à la porte hier soir » se vanta Sarafina, la poitrine bombée de fierté alors qu'elle cherchait l'approbation de Thaddeus. Il me freinait. Il est officiellement hors de ma vie. Dieu merci, intervint sa mère en applaudissant. Je t'avais dit il y a 4 ans que ce garçon était une ancre financière massive qui te tirait droit vers le fond. Evandé attrapa une boîte de sacs poubelles noirs très résistants sous l'évier. Eh bien, si les ordures sont déjà parties, débarrassons-nous de son odeur, se moqua Evandé. Il se dirigea directement dans le couloir, suivi de près par Sarafina, et commença à jeter imprudemment mes quelques maigres possessions dans les sacs poubelles. Ils jetèrent mes jeans délavés, mes baskets bon marché, et finalement mon vieil ordinateur portable encombrant. Ils rirent tout le temps, célébrant vicieusement ma totale éradication de la maison. Ils n'avaient absolument aucune idée que le vieil ordinateur portable qu'ils venaient de jeter dans un sac poubelle était en fait un serveur factice hautement crypté qui suivait chaque frappe sur les comptes bancaires personnels de Sarafina. Pendant que les hyènes riaient et détruisaient ma fausse vie, une silhouette restait complètement isolée près de la porte d'entrée. Lyra, la femme d'Evandé. C'était une pédiatre brillante et silencieuse qui avait toujours détesté la nature toxique et vantarde de la famille de son mari.
Lyra se tenait dans un coin du hall, son visage un masque de dégoût absolu et non dissimulé. Elle les regarda rire, puis se dirigea lentement vers la cuisine, confrontant directement Sarafina. « Tu as enfermé ton mari hors de sa propre maison au milieu d'un blizzard historique pour pouvoir coucher avec le fils de ton patron ?» demanda Lyra, sa voix basse, stable, et dégoulinant de mépris. Le microphone caché au-dessus de la cuisinière capta chaque mot. « Vous êtes complètement fou. C'est un homme bon, Sarafina. C'est un perdant pathétique qui ne peut pas subvenir à mes besoins, » rétorqua Sarafina, ses yeux se rétrécissant violemment. « Ferme ta bouche, Lyra, ou je demanderai à Evander de couper tes cartes de crédit. » Lyra ne sia pas. Elle leur tourna simplement le dos, sortit son téléphone de sa poche, et se dirigea vers le patio arrière gelé. Une seconde plus tard, mon téléphone portable personnel crypté vibra sur le bureau en marbre de mon Penthouse. Je déverrouillai l'écran. C'était un message de Lyra. « Callum, où es-tu? Es-tu en sécurité? Je suis tellement désolé. Je les ai enregistrés en train de parler de te forcer à signer un accord post-nuptial aujourd'hui pour voler la maison. Ne signe aucun papier. J'ai un ami qui est un avocat spécialisé en divorce très agressif. Je paierai les honoraires pour toi. Dis-moi juste que tu vas bien. » Un sourire sincère et chaleureux effleura mon visage pour la première fois en 24 heures. Lyra était une femme bonne, piégée dans une famille de monstres complets. Elle était prête à risquer son propre mariage pour protéger un type qu'elle pensait être un technicien fauché et sans défense. Elle pensait que j'avais besoin d'un sauveur juridique pour me battre pour des miettes. Elle n'avait aucune idée que je contrôlais déjà une armée des plus terrifiants avocats d'affaires de la côte est. Je tapais sur l'écran de verre de mon téléphone, écrivant une réponse rapide et précise. « Je suis en sécurité, Lyra. Garde les enregistrements, mais n'engage pas d'avocat. Prends du pop-corn, assieds-toi tranquillement dans ton coin, et reste complètement hors de la zone d'explosion. Contente-toi de regarder le spectacle. » De retour sur le flux de sécurité, je regardais Lyra lire mon message. Son front se plissa, profondément confuse. Elle fixa son écran pendant un long moment, essayant de déchiffrer la confiance glaciale et absolue de ma réponse. Elle rangea lentement son téléphone, un très léger sourire entendu apparaissant sur son visage. Elle retourna à l'intérieur pour assister à l'exécution. Je réduisis les flux de sécurité domestique sur mes moniteurs et reportai mon attention absolue sur le vrai champ de bataille. J'appuyai mon pouce sur un second scanner biométrique caché sous le bureau en marbre, déverrouillant le terminal d'exploitation centrale hautement classifié d'Aegis Core. Aegis Core n'était pas une petite entreprise de réparation d'ordinateurs en freelance. C'était une société de cybersécurité quantique massive, qui redéfinissait l'industrie, que j'avais bâtie de toutes pièces dans l'anonymat le plus total. Mes algorithmes propriétaires protégeaient l'architecture de données fondamentales de la moitié des principales institutions financières du pays. Nous sécurisions des milliards de dollars de transactions mondiales chaque seconde. Lorsque les investisseurs en capital risque ont finalement vu les données brutes, ils ont pratiquement supplié de jeter de l'argent à mes pieds. Au moment où Sarafina se plaignait à sa mère de mon manque pathétique d'ambition, Aegis Core avait officiellement atteint une valorisation stupéfiante de 3,5 milliards de dollars. Parce que je savais que Sarafina était une femme obsédée par le statut, j'avais construit une forteresse juridique impénétrable pour cacher mon identité. J'avais engagé un conseil d'administration par procuration d'élite en Suisse pour servir de visage public à l'entreprise. Mon nom était complètement effacé de chaque registre d'État et de chaque dépôt d'entreprise. Pour l'ensemble du monde des affaires, le fondateur d'Aegis Core était un fantôme brillant et très agressif qui prenait des décisions d'1 milliard de dollars depuis l'ombre. Je fis apparaître le dernier prospectus financier sur mon écran lumineux. Aegis Core se préparait officiellement à son introduction en bourse. Nous allions entrer en bourse, et Wall Street était absolument en ébullition. Chaque grande banque d'investissement du monde se battait désespérément pour le droit exclusif de garantir la transaction. Gérer une introduction en bourse de cette ampleur garantirait des centaines de millions de dollars de commission à la banque qui décrocherait le contrat. J'ouvris mon client de messagerie cryptée et sécurisée. Il y avait une alerte de haute priorité de mon conseil mandataire, soulignant les offres les plus agressives que nous avions reçues au cours des dernières 48 heures. Je cliquai sur le document joint, mes yeux balayant les présentations soignées et les propositions financières frénétiques. Tout en haut de la liste des candidats désespérés se trouvait un logo d'entreprise très familier et élégant, la banque d'investissement de Thaddeus.
Je laissai échapper un rire rauque et froid qui résonna bruyamment dans le Pantouz immense et vide. L'ironie absolument suffocante de la situation était presque trop parfaite pour être crue. Thaddeus, le président arrogant qui buvait actuellement du café dans ma maison volée, suppliait activement mon conseil mandataire pour une place à ma table. Il voulait désespérément le comte d'Aegis Corp. Totalement inconscient que le milliardaire anonyme qu'il vénérait était exactement le même homme que sa meilleure directrice venait de jeter dans un blizzard. J'ouvris la correspondance privée par email entre Thaddeus et mon stratège d'entreprise principal. Thaddeus était pratiquement à genoux. Il promettait que si sa banque était choisie pour diriger l'introduction en bourse, il dédierait ses meilleurs talents au projet. Il nomma spécifiquement son étoile montante la plus impitoyable pour mener les négociations, afin de prouver leur dévouement. Il avait nommé Sarafina. Elle se battait activement pour gagner mon compte, croyant que c'était son ticket d'or ultime pour le poste de directrice exécutive. Elle pensait qu'elle était sur le point de toucher 3,5 milliards de dollars. Je me penchai en avant, mes doigts planant au-dessus du clavier mécanique. Je n'allais pas simplement rejeter leur offre. C'était bien trop discret. Je voulais qu'elle vole jusqu'au bord absolu de l'atmosphère avant que j'éteigne complètement les moteurs. Je tapais une directive agressive et hautement classifiée à mon conseil mandataire. Faites mariner Thaddeus. Faites croire à sa banque qu'ils sont les favoris absolus pour l'introduction en bourse. Exigez que Sarafina et Cash soient directement en charge de la présentation finale. Gonflez leurs attentes à un niveau de fièvre absolue. Laissez-les penser qu'ils ont déjà gagné le contrat. J'appuyais sur « Envoyer », regardant le message crypté disparaître dans les serveurs sécurisés. Le piège était officiellement tendu. Les mâchoires d'acier massives étaient grandes ouvertes, et les personnes qui s'étaient moquées de moi, m'avaient humilié et trahi, couraient joyeusement droit vers l'appât. Si vous voulez voir exactement comment ce piège de 3,5 milliards de dollars se referme en direct à la télévision, faites-moi une faveur. Appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire ci-dessous avec le nom de la ville d'où vous regardez. Chaque commentaire aide à diffuser cette histoire à plus de gens qui ont besoin de voir le karma en action. Merci beaucoup pour votre soutien et préparez-vous au carnage absolu. Le soleil de l'après-midi commença à plonger sous la ligne d'horizon gelée de Chicago, projetant de longues ombres spectaculaires sur les parquets brillants du domaine de banlieue que j'avais payé. À l'intérieur du salon chaud et isolé, l'atmosphère était absolument électrique, chargée d'une anticipation avide. À travers le flux de sécurité haute définition sur les moniteurs de mon Pantouz, je regardais Thaddeus faire les 100 pas devant la cheminée en pierre. Le président de 60 ans de la grande banque d'investissement tenait fermement son téléphone portable personnel dans sa main, les yeux rivés sur l'écran. Soudain, Thaddeus cessa de faire les 100 pas. Ses yeux s'écarquillèrent et un énorme sourire triomphant transforma complètement son visage habituellement sévère et intimidant. Il laissa échapper un rire fort et retentissant qui résonna à travers les microphones cachés et directement dans mon oreillette. « Nous avons eu la réponse », annonça Thaddeus, sa voix vibrant pratiquement d'un frisson absolu. Le conseil mandataire d'Aegis vient de m'envoyer un email directement. Ils sont très intéressés par notre proposition. En fait, ils ont dit que notre banque est actuellement en tête de leur liste de présélection pour l'introduction en bourse. Le salon entier éclata en acclamations chaotiques et joyeuses. Sarafina bondit du canapé blanc moelleux, le visage rouge d'une excitation extrême. Elle courut et jeta ses bras autour de Cash, ignorant complètement le fait que ses parents et son frère Evandé étaient assis là, la regardant embrasser le fils de son patron. Ses parents s'en fichaient. Ils applaudissaient, absolument ravis que leur fille s'aligne avec une richesse et un pouvoir inimaginables. C'est ça, halta Sarafina, ses yeux brillants de pure cupidité. 3,5 milliards de dollars. Si nous décrochons ce contrat de souscription, la commission à elle seule changera complètement la trajectoire de toute la firme. Thaddeus pointa un doigt épais et autoritaire directement sur Sarafina. Le conseil mandataire a formulé une demande très spécifique, dit Thaddeus, sont-on passant à une stratégie d'entreprise sérieuse. Ils veulent mes meilleurs cadres, les plus agressifs, pour gérer la présentation finale. Ils ont spécifiquement demandé que vous et Cash preniez la tête de ce compte. Ils veulent une perspective fraîche et impitoyable. Si vous deux parvenez à conclure cet accord et à amener le fondateur anonyme d'Aegis Corp à notre table, je prends officiellement ma retraite. Je te céderai le poste de directrice exécutive, Sarafina, et Cash prendra ma place de président. Sarafina avait l'air de venir de recevoir les clés de l'univers entier.
Elle se tenait au centre de mon salon, se prélassant dans l'admiration rayonnante de sa famille et de son riche amant. Elle croyait vraiment que sa vie s'alignait parfaitement en un chef-d'œuvre de succès imparable. Elle avait réussi à mettre son mari pathétique et perdant à la porte dans un blizzard mortel. Elle avait obtenu l'affection du fils du président. Et maintenant, elle s'apprêtait à frapper le coup de circuit financier le plus lucratif de toute la décennie. Je la regardais servir une autre tournée de mon champagne millésimé coûteux, portant un toast à leur brillant avenir. Elle volait si incroyablement haut, totalement aveuglée par sa propre arrogance démesurée. Je coupais le son du flux de la maison de banlieue et tournais ma chaise pour faire face aux immenses baies vitrées de Montpentouse. La neige tombait toujours abondamment sur la ville. J'étais sur le point de contacter mon équipe juridique pour commencer à rédiger les documents de reprise de possession d'actifs lorsque le lourd téléphone satellite crypté de qualité militaire, posé sur mon bureau en marbre, se mit soudain à vibrer. Seule une poignée d'individus d'élite dans le monde entier possédait le numéro direct de cet appareil spécifique. Je tendis la main, fis glisser mon pouce sur le scanner biométrique, et répondis à l'appel sans offrir un seul mot de salutation. Nous avons une situation massive et sans précédent, fondateur, déclara immédiatement mon principal dirigeant mandataire. Sa voix était nette, très professionnelle, et teintée d'une rare pointe d'urgence. Je m'excuse d'interrompre vos vacances, mais je viens de recevoir une communication directe et très sensible de Balthazar, le président milliardaire du Comité national pour les prix de l'innovateur de l'année en technologie et en affaires. Il insiste pour vous parler personnellement. C'est une urgence absolue. Mettez-le sur la ligne, ordonnai-je, gardant ma voix incroyablement lisse et mesurée. Un bref clic sécurisé résonna sur la ligne, suivi instantanément par la voix profonde, résonnante et très autoritaire de Balthazar. Obtenir une reconnaissance du comité de Balthazar était le summum absolu de la validation corporative mondiale. C'était le genre de reconnaissance publique massive qui transformait instantanément un entrepreneur technologique très prospère en un titan mondial intouchable de l'industrie. C'est un honneur absolu et profond de pouvoir enfin vous parler, commença Balthazar, son ton dégoulinant d'un respect sincère et profond. Pendant des années, vous avez opéré entièrement comme un fantôme. Le monde des affaires mondiales entier a désespérément pourchassé l'ombre du président-directeur général d'Aegis Corp, essayant de découvrir l'esprit brillant et impitoyable derrière la technologie de sécurité quantique la plus révolutionnaire de toute notre génération. Je vous appelle ce soir avec des nouvelles phénoménales et historiques. Balthazar continua, le comité de vote a atteint une décision totalement unanime. Vous avez remporté le grand prix de l'innovateur de l'année. Je restais parfaitement immobile dans mon Pentouse luxueux et silencieux, laissant l'ampleur pure et massive de ces moments m'envahir. C'était la plus haute et la plus prestigieuse récompense possible dans toute mon industrie. Sarafina avait passé tout notre mariage de 4 ans à tenter de gravir une échelle d'entreprise mineure, se vantant de petites fusions bancaires et léchant désespérément les bottes de cadres intermédiaires. Pendant ce temps, je venais d'être officiellement couronné le leader d'entreprise le plus innovant du pays par un comité de véritables milliardaires autodidactes. Merci, Balthazar, répondis-je, mon ton complètement plat et posé. J'accepte cet immense honneur au nom de toute mon équipe dévouée chez Aegis Corp. Il y a une légère complication avec la logistique, ajouta Balthazar. Une pointe d'hésitation nerveuse se glissant enfin dans sa voix puissante. Comme vous le savez, le Grand Prix est traditionnellement remis lors de notre immense gala annuel. L'événement a lieu ce soir, le soir de Noël. Nous avons obtenu un partenariat de diffusion exclusif et blindé avec la chaîne financière CNBC. La cérémonie entière sera diffusée en direct à une heure de grande écoute à la télévision nationale. Les marchés financiers mondiaux, les principales sociétés de capital risque, et chaque acteur majeur de Wall Street regarderont cette diffusion avec attention. Il fit une pause, prenant une profonde inspiration pour se stabiliser avant de lancer son ultime et désespérée proposition. Nous savons que vous protégez farouchement votre anonymat, dit Balthazar avec précaution. Nous étions tout à fait préparés à accepter un message vidéo préenregistré de votre conseil mandataire. Cependant, l'attente médiatique est actuellement à un niveau de fièvre absolue. La prochaine introduction en bourse d'Aegis Corp a rendu le marché complètement fou. Le monde des affaires meurt littéralement d'envie de voir enfin le visage du créateur. Je vous demande personnellement de sortir de l'ombre. Je vous demande d'assister au grand gala en personne ce soir et d'accepter ce prix en direct à la télévision nationale. Ce serait la diffusion la plus historique et la plus record de toute l'histoire de notre chaîne. Je baissai les yeux sur les rues glacées et enneigées de la ville, loin en dessous de la fenêtre de mon Pentouse.
Mon esprit s'emballa à une vitesse terrifiante et calculatrice, reliant instantanément les points massifs de cet incroyable retournement de situation. Ce soir, c'était le soir de Noël. Sarafina recevait actuellement Thaddeus et Cash pour une célébration de vacances à enjeux élevés dans ma maison. Thaddeus était le président arrogant qui salivait désespérément et avidement pour le compte d'Aegis Corp. Je venais de donner instruction à mon conseil mandataire de gonfler leurs espoirs, les forçant à être obsédés par mon entreprise. Thaddeus forcerait absolument ses cadres ambitieux à regarder la diffusion de CNBC ce soir. Ils s'assieraient dans mon salon, buvant mon vin coûteux, regardant l'écran de télévision avec des yeux désespérés et avides, attendant d'analyser le milliardaire anonyme qu'ils essayaient de courtiser. L'alignement de l'univers était si impeccablement destructeur que cela m'en coupait presque le souffle. Sarafina m'avait banni dans un blizzard. Elle pensait que j'étais un échec pathétique et maladroit qui avait ruiné sa vie. Maintenant, elle allait être forcée de regarder un écran de télévision et de voir ce même homme se tenir sur une scène nationale, tenant un trophée en or, commandant le respect total et absolu de l'élite financière mondiale. Elle allait voir son mari rejeté et moqué émerger comme le roi littéral du monde de l'entreprise. Balthazar, dis-je, ma voix descendant à un ton dangereusement lisse et létal. Marché conclu. J'assisterai au gala en personne ce soir. J'accepterai le prix en direct à la télévision. Le monde aura enfin le visage d'Aegis Corp. Je pus entendre l'inspiration audible et nette à l'autre bout de la ligne. Balthazar était absolument ravi, totalement inconscient qu'il venait de me donner l'arme de destruction massive ultime. C'est une nouvelle phénoménale, cria presque Balthazar, sa voix tremblant d'excitation pure. Nous organiserons un important service de sécurité privée et une entrée hautement sécurisée pour vous. Les médias vont devenir complètement fous. Nous avons hâte de vous voir ce soir. Je mis fin à l'appel sécurisé et posai le lourd téléphone sur le bureau en marbre. Je regardais mon reflet dans la vitre sombre de la fenêtre. J'avais exactement 4 heures pour me préparer à l'apparition publique la plus importante de toute ma vie. Je pris mon téléphone et appelai mon concierge personnel exclusif. J'ai besoin de mon maître tailleur dans mon pantouse immédiatement, ordonnai-je. J'ai besoin du costume Tom Ford personnalisé gris anthracite, l'ensemble à $15 000. J'ai besoin d'une équipe de stylistes, et j'ai besoin d'un service de sécurité complet et lourdement armé, organisé pour une arrivée sur le tapis rouge ce soir au centre des congrès. Le mari fatigué et conciliant, qui portait des sweats à capuche délavée, était officiellement mort. J'entrais dans la lumière aveuglante, et j'allais porter le pouvoir absolu comme une armure. Pendant que l'équipe de stylistes travaillait méticuleusement dans ma immense salle de bain principale, me coupant les cheveux et s'assurant que chaque détail de mon apparence était impeccablement net, j'étais assis dans le fauteuil en cuir moelleux avec ma tablette sécurisée posée sur mes genoux. J'étais vêtu de la chemise en coton italien blanc impeccable de mon costume sur mesure, le lourd tissu anthracite drapé soigneusement sur un valet à proximité. Il était temps d'initier le verrouillage financier total et inflexible de chaque actif que Sarafina croyait à tort posséder. J'ouvris un lien vidéo direct et lourdement crypté vers Genève. En 3 secondes, le visage de Victor, mon gestionnaire d'actifs principal et l'architecte financier des milliards cachés d'Aegis Corp, apparut sur l'écran haute résolution. Victor était un banquier suisse impitoyable et très efficace qui gérait ma fortune avec une précision froide et clinique. « Bonsoir, fondateur », dit Victor, son ton parfaitement neutre et professionnel. « Victor, nous exécutons un verrouillage financier complet et absolu sur les comptes domestiques de Chicago, ordonnai-je, ma voix dure et impitoyable. Effectif immédiatement, avec une annonce publique percutante ce soir. Compris. Dois-je initier le protocole alpha, demanda Victor, ses doigts volant déjà sur son clavier. Oui, je veux que Sarafina soit complètement coupée de la fiducie principale. Pendant les 4 dernières années, j'avais subventionné son style de vie somptueux, acheminant des centaines de milliers de dollars pour couvrir ses vêtements de créateurs extravagants, ses dîners de clients coûteux, et la dette massive que son frère lui avait laissée. Coupez-lui entièrement l'accès aux comptes conjoints. Videz les soldes pour les rapatrier dans le fonds de holding principal de l'entreprise. Laissez-lui exactement ce que son chèque de paie de la banque a déposé au cours des 2 dernières semaines, moins les dépenses personnelles qu'elle a déjà imputées aux cartes. Cela devrait la laisser avec un solde de compte dangereusement proche de 0. Victor tapa rapidement, le son résonnant sèchement à travers le flux audio. Les comptes sont en cours de drainage. Les soldes refléteront ces maigres dépôts réels dans 60 secondes. Qu'en est-il des lignes de crédit?
Annuler chaque carte de platine liée à ma garantie d'entreprise, instruisis-je. Elle a utilisé ces cartes spécifiques pour acheter des cadeaux coûteux à cash et financer son style de vie arrogant. Je veux qu'elles soient toutes signalées comme définitivement fermées pour accès non autorisé. Je veux qu'elles soient refusées violemment la prochaine fois qu'elle essaiera de les utiliser. Fait, confirma Victor en douceur. Passons aux actifs immobiliers, le domaine de banlieue. C'était le joyau absolu de sa tromperie arrogante. Sarafina aimait se pavaner dans cette maison de 2,2 millions de dollars, se vantant bruyamment auprès de ses parents et de Thaddeus de la manière dont son esprit financier brillant avait obtenu un bien immobilier de premier ordre. Elle ignorait complètement le fait humiliant que sa terrible cote de crédit avait presque ruiné sa vie. Révoquer son statut de locataire autorisé immédiatement, ordonnai-je, fixant l'acte de propriété numérique qui brillait sur mon moniteur. Transférer entièrement l'assignation de la propriété sous le contrôle absolu du conseil mandataire d'Aegiscore. Elle n'a plus aucun droit légal de résider sur ces lieux. Le transfert de l'acte est verrouillé, déclara Victor. Elle est maintenant légalement classée comme une intruse hostile dans cette maison. Dois-je dépêcher nos contractuels de sécurité privée pour procéder à une expulsion physique immédiate? Pas encore, répondis-je, un sourire froid et calculé se formant sur mes lèvres. Je veux qu'elle organise son grand dîner de fête. Je veux qu'elle boive mon vin coûteux et se vante auprès de Thaddeus de sa magnifique maison. Je veux qu'elle vole à altitude maximale lorsque le moteur explosera complètement. Programmez l'application brutale de l'expulsion pour demain matin à 8 heures précises. Laissez la police locale et mon équipe de sécurité privée s'occuper de l'enlèvement physique après la diffusion de ce soir. Parfaitement synchronisé, fondateur. Y a-t-il d'autres actifs que vous souhaitez liquider ou reprendre immédiatement? Je pensais à l'élégante Porsche à 100 000 $ qu'elle conduisait, actuellement garée dans mon allée chauffée. Le bail du véhicule de luxe est garanti par ma firme. Mettez fin à la garantie immédiatement. Laissez le concessionnaire haut de gamme envoyer une équipe de recouvrement pour la reprendre. Ce sera signalé comme un bail frauduleux et non soutenu dès demain matin, promit Victor. Je me penchai en arrière dans le fauteuil, regardant les confirmations clignoter rapidement sur mon écran en texte vert vif. Chaque pilier de la vie arrogante et soigneusement construite de Sarafina était systématiquement démantelé en quelques frappes simples. La sécurité financière qu'elle tenait pour acquise, le style de vie luxueux qu'elle utilisait pour attirer cash, la maison impressionnante qu'elle utilisait pour affirmer sa supériorité sur sa famille toxique. Tout cela disparaissait dans les airs. Elle m'avait mis à la porte dans un blizzard avec une carte prépayée bon marché, croyant pleinement qu'elle possédait tout le pouvoir. Elle pensait que je n'étais rien sans elle. Dès demain matin, elle réaliserait qu'elle n'était rien d'autre qu'une fragile reine de papier, assise sur un trône que j'avais acheté et payé. Tout est verrouillé et sécurisé, annonça Victor, me tirant de mes pensées. Elle n'a absolument aucun accès à votre fortune. Vous êtes complètement isolé. Merci, Victor. Gardez l'énorme équipe juridique en état d'alerte maximale pour ce soir. Je veux qu'il soit prêt à écraser toute poursuite en représailles qu'elle tenterait d'intenter. Nous l'ensevelirons sous une paperasse implacable avant même qu'elle ne trouve un avocat disposé à prendre son cas. Passez une excellente soirée, fondateur, dit Victor, offrant un rare sourire acéré avant de couper le flux vidéo. Je fermai l'ordinateur portable et passai mes mains sur le boîtier argenté et frais. L'exécution financière était absolument impeccable. Je me levai et laissai mon maître tailleur m'aider à enfiler la veste Tom Ford anthracite. Elle tombait parfaitement, large aux épaules et se resserrant brusquement à la taille. Je me regardai dans le miroir. L'homme qui me regardait était un milliardaire intouchable et impitoyable, prêt pour une guerre absolue. Je vérifiai le flux de sécurité sur ma tablette une dernière fois. Dans la maison de banlieue, le grand dîner de fête s'était terminé. Thaddeus se tenait près de la cheminée en pierre, vérifiant sa lourde montre en platine. Assez de célébration, ordonna Thaddeus à la pièce. Sa voix descendit dans un registre sérieux et très concentré. Allumez la télévision. Mettez-la sur la chaîne financière CNBC, tout de suite. Mettez le volume au maximum. Sarafina attrapa avidement la télécommande et la pointa vers le gigantesque écran plat de 85 pouces monté sur le mur. L'écran illumina la pièce sombre avec des graphiques clignotants et les voix fortes et énergiques des commentateurs financiers. Pourquoi regardons-nous les informations à Noël, demanda Evander, l'air confus, assis sur le canapé. Parce que nous sommes sur le point d'étudier notre avenir, déclara froidement Thaddeus, les yeux rivés sur l'écran.
Le fondateur anonyme d'Aegis Corp se révèle enfin ce soir en direct à la télévision. Qui que soit ce brillant milliardaire, il détient le pouvoir absolu sur l'avenir de toute notre banque. Je veux que vous l'observiez tous attentivement. Observez son langage corporel. Observez sa posture. Si Sarafina et Cash doivent lui présenter nos services la semaine prochaine, nous devons comprendre sa psychologie. Nous devons apprendre comment opèrent les vrais milliardaires intouchables. Ils ne tolèrent pas la faiblesse. Je comprends parfaitement, Thaddeus, promit Sarafina, se tenant au garde à vous près du bord de la table basse. J'analyserai chaque mot qu'il prononcera. Je découvrirai exactement ce qu'il valorise et j'adapterai toute notre approche d'entreprise pour correspondre à sa mentalité d'élite. Je sais comment gérer les hommes puissants. Ses parents rayonnaient de fierté, prenant de lentes gorgées de mon vin millésimé, complètement hypnotisés par les lumières clignotantes de la diffusion télévisée. Ils étaient assis dans ma maison, buvant mon vin, respirant mon air, tout en se préparant avec impatience à vénérer le sol même sur lequel je marchais. Ils étaient complètement inconscients du fait que le milliardaire anonyme qu'ils étaient si désespérés d'impressionner était exactement le même homme qu'ils avaient jeté dehors dans la neige glaciale comme un déchet, il y a à peine 24 heures. Le piège était officiellement tendu, et les mâchoires d'acier étaient sur le point de se refermer avec une force terrifiante. Je glissai mon téléphone dans ma poche, sortis du Pantouse et me dirigeai vers l'ascenseur privé. Mon chauffeur m'attendait. La limousine noire allongée glissait en douceur à travers les rues enneigées et très encombrées du centre-ville de Chicago. À l'intérieur de la cabine chauffée et insonorisée, j'étais assis parfaitement immobile, écoutant le ronronnement silencieux du puissant moteur. Je me servis un verre d'eau pétillante depuis la console en cristal. Mes mains étaient incroyablement stables. Il n'y avait pas d'anxiété. Il n'y avait pas de peur. Il y avait seulement le frisson froid et aigu d'un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, pleinement conscient que sa proie était complètement piégée. La limousine s'arrêta lentement devant le grand centre des congrès. À travers la vitre teintée, je vis une mer aveuglante et chaotique de flashs d'appareils photo et une foule massive et déferlante de journalistes. Le tapis rouge s'étendait comme une longue piste de velours, lourdement flanquée de cordes de velours et de dizaines de policiers en uniforme luttant violemment pour contenir la foule médiatique frénétique. Toutes les principales agences de presse financière de la planète étaient postées à l'extérieur. Leurs journalistes criaient dans des microphones, désespérés d'attraper le tout premier aperçu du milliardaire anonyme sortant du véhicule. Mon chef de la sécurité, Marcus, ouvrit la lourde portière. L'air glacial de l'hiver s'engouffra dans la cabine, se mêlant instantanément au rugissement assourdissant et explosif de la foule. Je mis le pied sur le tapis rouge. Les flashs éclatèrent en une vague aveuglante et continue de lumière blanche brillante. Les journalistes se précipitèrent instantanément contre les lourdes barrières, criant des questions sur l'imminente introduction en bourse et exigeant de connaître mon identité. Je les ignorais tous sans exception. Je ne m'arrêtai pas pour poser pour des photographies. Je n'offris pas de sourire poli aux caméras de télévision. Je gardai une posture rigide, mon visage un masque d'autorité absolue et terrifiante, et mon regard fixé droit devant. Mon service de sécurité forma un coin serré et impénétrable autour de moi, se déplaçant avec une précision militaire pour fendre la frénésie chaotique. Nous contournâmes entièrement la zone de presse principale, marchant rapidement vers l'entrée VIP lourdement gardée. Les portes en acier massif se refermèrent derrière moi, coupant instantanément le rugissement assourdissant des paparazzis. Les coulisses étaient une ruche d'activité frénétique et très organisée. Des cadres du réseau avec des casques couraient dans les couloirs faiblement éclairés. Balthazar se tenait près du bord des lourds rideaux de velours, entouré de producteurs. Quand il me vit approcher dans le costume Tom Ford à $15 000, rayonnant d'un pouvoir non dissimulé, son expression anxieuse se transforma instantanément en un regard d'admiration absolue. Il s'avança, me serrant la main avec une profonde révérence. Les audiences du réseau battent actuellement tous les records mondiaux précédents, murmura Balthazar, sa voix tremblant légèrement. Le monde entier regarde. La scène est à vous, fondateur. À des kilomètres de là, à l'intérieur du salon luxueux et chaleureux de ma maison volée, l'atmosphère était lourde d'une anticipation avide. L'immense écran de télévision au-dessus de la cheminée en pierre clignotait avec de brillants graphismes dorés, signalant le retour d'une pause publicitaire. Le célèbre animateur financier s'approcha du podium en cristal, les lumières vives de la scène se reflétant sur son costume. Le public à l'intérieur de l'immense auditorium éclata en applaudissements tonitruants. « Taisez-vous » ordonna Thaddeus, levant la main pour faire taire la pièce.
L'événement principal commence. Sarafina, prends ton carnet. Ne manque aucun détail. Sarafina attrapa avec empressement un carnet relié en cuir sur la table basse en verre. Elle s'assit au bord même du canapé moelleux, se penchant en avant avec une intensité maniaque et affamée dans les yeux. Cash était assis tout près d'elle, projetant une confiance arrogante. Ses parents se penchèrent depuis le canapé 2 places, complètement hypnotisés. Lyra restait silencieusement dans son fauteuil d'angle, ses yeux sombres observant le spectacle bizarre avec une attention silencieuse et intense. Ce soir, nous écrivons l'histoire de l'entreprise, annonça l'animateur de télévision. Sa voix résonnant à travers les haut-parleurs haute définition de mon salon. Depuis des années, l'industrie de la cybersécurité a été complètement révolutionnée par une seule entité puissante. Aegis Corp a brisé toutes les attentes, sécurisant l'épine dorsale financière de notre économie mondiale. La valorisation actuelle est stupéfiante, 3,5 milliards de dollars. Mais le génie derrière cette machine est resté un mystère total. Sarafina hocha la tête agressivement en direction de l'écran, tapotant son stylo coûteux contre le carnet. C'est exactement sur quoi nous allons capitaliser, se vanta-t-elle bruyamment à Thaddeus. Il est très secret, ce qui signifie qu'il valorise une discrétion extrême et une loyauté agressive. Je présenterai notre banque comme sa forteresse ultime. À la télévision, l'animateur sortit lentement une lourde enveloppe dorée du podium. L'auditorium tomba dans un silence tendu et haletant. Ce soir, les longues ombres disparaissent enfin, déclara bruyamment l'animateur en déchirant le sceau. Mesdames et messieurs, veuillez diriger votre attention vers la scène principale, maintenant. C'est mon honneur absolu et profond de présenter le Grand Prix au brillant fondateur et président-directeur général anonyme d'Aegis Corp. Veuillez accueillir notre innovateur de l'année. La caméra de télévision balaya rapidement la foule debout, traversant l'auditorium bondé et scintillant avant de se fixer directement sur les lourds rideaux de velours. Le projecteur intense frappa la scène. Je sortis. Le riche tissu anthracite de mon costume bougeait impeccablement alors que je montais lentement les marches moquettées vers le podium en cristal. Je gardais la tête haute, projetant une grâce impitoyable et terrifiante qui laissa le monde de l'entreprise entièrement hypnotisé. Je ressemblais à un roi montant sur son trône légitime. À l'intérieur de la maison de banlieue, l'atmosphère festive et arrogante mourut instantanément. La transition de l'anticipation suffisante à la terreur absolue et suffocante prit moins d'une milliseconde. Un silence total et assourdissant s'abattit sur le salon. Le seul son restant était l'acclamation rugissante de la foule émanant de l'écran de télévision. La mère de Sarafina, qui tenait un délicat verre de vin en cristal, laissa échapper un hoquet bref et haletant. Ses mains devinrent complètement flasques. Le verre coûteux glissa de ses doigts et s'écrasa lourdement sur le parquet poli, se brisant en d'innombrables morceaux dentelés. Le vin rouge sombre éclaboussa violemment le tapis immaculé, ressemblant exactement à du sang frais. Mais personne ne baissa les yeux sur le désordre. Chaque paire d'yeux resta collé à l'immense écran de télévision, dans une horreur pure et non dissimulée. Sarafina cessa complètement de respirer. Son corps entier devint complètement rigide, comme si elle venait d'être frappée par un énorme éclair. La couleur quitta entièrement son visage, laissant sa peau d'un gris maladif et cendré. Elle laissa tomber son carnet en cuir. Il heurta la table basse avec un bruit sourd. Ses mains se mirent à trembler de manière incontrôlable. Non, balbutia Sarafina, sa voix à peine un murmure étranglé et haletant. Elle fit un pas chancelant vers la télévision, ses yeux écarquillés et maniaques, cherchant désespérément sur l'écran haute définition lumineux un signe caché que c'était une hallucination élaborée et cruelle. Non, c'est impossible. C'est calme. Elle fixa l'écran, son cerveau échouant complètement à traiter la réalité qui se déroulait sous ses yeux. Elle regardait directement l'homme qu'elle avait vicieusement rabaissé pendant 4 ans. Elle fixait l'homme qu'elle avait banni dans un blizzard avec une carte à $300 la veille. Elle avait passé tout son mariage à me traiter de profiteur sans valeur, de poids mort, et de passif embarrassant qui jouait sur un ordinateur. Elle avait promis avec confiance à Thaddeus qu'elle divorçait de moi pour améliorer sa vie d'élite. Maintenant, elle me regardait me tenir au sommet absolu du pouvoir corporatif mondial, détenant les clés massives de l'empire de 3,5 milliards de dollars que sa prestigieuse banque d'investissement suppliait désespérément de représenter. L'homme silencieux et effacé qu'elle pensait avoir écrasé de façon permanente était en fait un titan milliardaire. Lyra se pencha en arrière dans son fauteuil d'angle. Un sourire lent et profondément satisfait se répandit sur son visage.
L'exécution avait enfin commencé. Avant que je ne porte le coup final et écrasant à sa carrière, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Si vous lisez ceci et que vous adorez absolument cette dose massive de karma, laissez un commentaire ci-dessous disant « Je suis là ». C'est le code secret pour mes vrais abonnés qui sont arrivés au point culminant de l'histoire. Je mettrai personnellement un cœur et répondrai à chaque commentaire qui dit « Je suis là ». Assurez-vous d'être abonné à. Maintenant, finissons avec eux. La terreur psychologique pure qui irradiait à travers la maison de banlieue était assez épaisse pour être coupée au couteau. Sarafina était piégée dans un cauchemar de sa propre création, suffocant sous le poids écrasant de son ignorance monumentale. Les applaudissements dans l'immense auditorium s'éteignirent lentement, ne laissant que la tension électrique et vive d'un monde attendant que le président-directeur général d'Aegis Corp prenne enfin la parole. La caméra zooma sur mon visage, diffusant ma composure imperturbable et létale à des millions de téléspectateurs, y compris la femme terrifiée que j'avais autrefois promis d'aimer. J'ajustai le microphone d'un mouvement calme et délibéré. Je n'avais pas besoin de notes. Je n'avais pas besoin d'un prompteur. Je regardais les milliers d'esprits brillants assis dans l'auditorium. Je saisis les bords du podium en cristal et laissai un sourire acéré et prédateur courber mes lèvres. Bonsoir, commençai-je. Ma voix était stable, calme, et résonnait avec une autorité absolue à travers la diffusion nationale. Pendant des années, j'ai opéré entièrement dans l'ombre. J'ai construit Aegis Corp avec une vision singulière et inflexible, sécurisé l'avenir financier de l'économie mondiale grâce à des algorithmes quantiques. Je préférais le sanctuaire silencieux de mon espace de travail aux lumières aveuglantes de la haute société. Beaucoup de gens ont pris ce silence pour de la faiblesse. Ils ont supposé qu'un manque de bravade publique signifiait un manque d'ambition. Ils avaient fatalement tort. Dans le salon, chaque syllabe que je prononçais atterrissait comme un coup physique et dévastateur sur son crâne. L'air dans la pièce devint complètement stagnant. Thaddeus cessa de respirer. Son esprit vif et calculateur traitait rapidement la vérité indéniable et horrifiante qui émanait des haut-parleurs de la télévision. Le milliardaire élégant et autoritaire qui prononçait ce discours d'entreprise impeccable était exactement le même homme que sa meilleure directrice avait passé les 2 dernières heures à dénigrer et à moquer activement. Thaddeus tourna la tête très lentement, ses yeux sombres et furieux fixés directement sur Sarafina. Le mélange d'horreur absolue et de réalisation naissante sur le visage du président était terrifiant à voir. Le sang lui monta violemment au visage alors que les pièces du puzzle s'assemblaient. Il comprit que le compte de 3,5 milliards de dollars pour lequel toute sa banque se battait désespérément appartenait uniquement à l'homme que sa directrice venait de jeter dehors dans la neige glaciale. Elle venait de se vanter de divorcer de la poule aux œufs d'or. Elle avait publiquement insulté le client potentiel le plus puissant de toute l'histoire de leur firme. À l'écran, je continuais mon discours, ma voix portant le poids immense d'un empire de plusieurs milliards de dollars. Comme le monde financier le sait déjà, nous nous préparons activement à notre introduction en bourse, déclarai-je, retenant l'attention de millions de personnes. Nous avons reçu des propositions agressives des banques les plus prestigieuses du pays, toutes désireuses de nous guider à travers cette transition monumentale. La mère de Sarafina se recroquevilla au fond du canapé moelleux. Ses mains se mirent à trembler violemment. L'homme qu'elle avait agressivement qualifié d'échec pathétique confirmait nonchalamment une valorisation de 3,5 milliards de dollars en direct à la télévision nationale. Toutes les insultes passives-agressives, toutes les blagues cruelles sur mon manque de vraie carrière, revinrent la hanter avec des détails vifs et angoissants. Evandé, l'enfant prodige supposément riche, avait l'air physiquement malade. Il se serra la poitrine, son visage pâle et luisant d'une sueur soudaine alors que toute sa vision arrogante du monde se brisait en morceaux microscopiques. Je pris une inspiration lente et régulière. Il était temps de changer le focus de mon discours. Il était temps de pointer l'artillerie lourde directement sur la banque de Thaddeus et d'appuyer sur la détente, en direct à la télévision nationale. Je regardais droit dans l'objectif de la caméra principale, mes yeux brûlant d'une vengeance froide et calculée. Une introduction en bourse de cette ampleur requiert plus qu'une simple manœuvre financière agressive, annonçai-je, ma voix tranchant le silence de l'auditorium avec une clarté acérée. Elle requiert un alignement absolu des principes. Quand j'ai fondé cette entreprise, je l'ai bâtie sur une base de transparence absolue, d'éthique inébranlable et d'intégrité implacable. Ce sont les exigences strictes et non négociables pour quiconque souhaite s'asseoir à notre table. Dans le salon, les genoux de Sarafina fléchirent. Elle s'effondra sur le bord de la table basse, ses mains manucurées couvrant sa bouche pour étouffer un sanglot horrifié.
Nous refusons de faire des affaires avec des organisations qui abritent la corruption dans leur propre rang, continuai-je, projetant un calme dévastateur. C'est pourquoi Aegis Corp rejette officiellement et publiquement l'offre de souscription de la banque d'investissement de Thaddeus. Un halètement collectif et assourdissant éclata dans le grand auditorium. Les journalistes financiers dans la fosse de la presse commencèrent immédiatement à taper frénétiquement sur leurs appareils. Rejeter publiquement une grande banque de Wall Street en direct à la télévision nationale lors d'une remise de prix était totalement sans précédent. C'était un coup brutal et catastrophique pour la réputation de la firme. L'onde de choc se propagerait sur les marchés mondiaux dès le matin, provoquant la fuite des clients, pris de panique. Mais je n'avais pas fini. J'élevais juste assez la voix pour percer le murmure grandissant de la foule choquée. Je fixais l'objectif, m'assurant que Sarafina ressente tout le poids écrasant de mon regard. Nous refusons de travailler avec une banque dont le président promeut activement des cadres manquant d'intégrité morale de base, déclarai-je, enfonçant le dernier clou directement dans son cercueil. Une firme représentée par une femme, Sarafina, qui commet actuellement une fraude financière, ment sur ses biens personnels, et entretient une liaison illicite avec le propre fils du président, Cash, à l'intérieur d'une maison entièrement achetée et payée par son mari. La caméra zooma sur mon visage, diffusant mon mépris absolu au monde entier. Je laissai un sourire acéré et terrifiant traverser mon visage. Joyeux Noël, Sarafina. L'auditorium explosa en un chaos absolu. L'atmosphère polie et formelle du gala d'affaires d'élite s'évanouit en une fraction de seconde. Des milliers de participants altèrent de choc, chuchotant frénétiquement entre eux. Les journalistes criaient des questions, leur voix résonnant dans l'immense salle. Mon service de sécurité s'avança immédiatement, créant un mur de protection autour du podium alors que l'ampleur de l'exécution publique envoyait des ondes de choc à travers toute l'industrie financière. Les réseaux sociaux explosaient déjà. À des kilomètres de là, à l'intérieur du salon somptueusement décoré de ma maison, la dévastation psychologique était absolue. Le lourd silence qui suivit mes paroles diffusées était suffocant. Sarafina poussa un cri aigu et terrifié. Sa réalité méticuleusement construite, sa supériorité arrogante, sa fausse richesse, et sa promotion imminente venaient d'être incinérées devant son patron et sa famille. Cash recula sur le canapé moelleux, regardant Sarafina avec un dégoût total et une panique pure. Il réalisa que sa propre réputation était ruinée à jamais, marquée comme un briseur de ménage à la télévision nationale. Mais la réaction la plus terrifiante vint de Thaddeus. Le puissant président se tenait parfaitement immobile, les yeux rivés sur l'écran de télévision où le bandeau en bas de l'écran affichait déjà des alertes de dernière minute concernant les graves dommages à la réputation de sa banque. Le visage de Thaddeus prit une teinte cramoisie violente et dangereuse. Les veines de son cou se gonflèrent contre son col blanc amidonné. Sa banque entière, une institution qu'il avait mis des décennies à bâtir, venait d'être publiquement humiliée et mise sur liste noire par le client le plus lucratif de la décennie. Et tout cela à cause de la directrice arrogante et insensée qui se tenait juste devant lui. Thaddeus bougea. Il chargea comme un taureau furieux. Avant même que Cash ne puisse se lever, Thaddeus balança son bras en arrière et asséna une gifle vicieuse et retentissante directement sur le visage de son propre fils. Le son sec et claquant fit crier la mère de Sarafina. « Espèce d'idiot » rugit Thaddeus, de la salive volant de ses lèvres. « Tu as amené cette chose toxique dans mon cercle intime. » Thaddeus, s'il vous plaît. Je peux expliquer, balbutia désespérément Sarafina, rampant à genoux. Je n'avais aucune idée que c'était lui. Tu ne savais pas, hurla Thaddeus, pointant un doigt tremblant et furieux directement sur sa poitrine. Tu m'as dit qu'il était un passif pathétique. Tu as utilisé mon fils. Tu as menti sur ta richesse et tu viens de détruire toute ma firme à la télévision nationale. Tu viens de nous coûter 3,5 milliards de dollars. Notre réputation est complètement anéantie. Tous les grands clients retireront leurs affaires dès demain matin. Nous pouvons arranger ça, Thaddeus, plaida Sarafina, des larmes coulant sur son maquillage ruiné. Je vais l'appeler tout de suite. Je vais m'excuser. Thaddeus laissa échapper un rire sombre et terrifiant qui glaça la pièce. Tu penses sincèrement qu'un milliardaire qui vient de t'exécuter publiquement en direct à la télévision va répondre à ton appel pathétique? Tu es complètement délirante. Thaddeus se pencha, son visage à quelques centimètres du sien. Tu es viré. Avec effet immédiat. Tu es dépouillé de ton titre, de ton salaire, et de ton statut d'entreprise. Tu ne travailleras plus jamais dans la finance dans cette ville.
Je m'assurerai personnellement que tu fasses l'objet d'une enquête pour la fraude financière qu'il vient de mentionner. Sarafina s'effondra sur le sol, enfouissant son visage dans le tapis ruiné. Un sanglot brut et angoissant déchira sa gorge alors que la réalité absolue de sa destruction s'abattait enfin sur elle. Elle avait perdu son travail prestigieux, son amant riche, sa réputation professionnelle, et toute sa base financière en l'espace de 5 minutes exactement. Le carnage était absolument stupéfiant. Le matin de Noël se leva sur les banlieues de Chicago avec une clarté aveuglante et immaculée. La forte chute de neige de la nuit précédente s'était enfin arrêtée, laissant le quartier d'élite enfoui sous une épaisse et scintillante couverture de blanc. À l'intérieur du vaste domaine de 2,2 millions de dollars, il n'y avait pas de joie festive. Il n'y avait pas d'échange de cadeaux coûteux ni l'odeur réconfortante d'un petit déjeuner de fête. Il y avait seulement l'odeur rance et aigre du vin renversé et un désespoir absolu et écrasant. Sarafina était allongée, éveillée, sur le sol du salon, fixant d'un air absent le grand écran de télévision qui restait complètement noir. Sa robe pourpre sur mesure était lourdement tachée, et ses yeux étaient injectés de sang après une nuit blanche de tentatives frénétiques et totalement infructueuses pour contacter quiconque pourrait la sauver. Thaddeus et Cash avaient quitté la maison en trombe immédiatement après la diffusion, l'abandonnant complètement. Ses parents étaient blottis l'un contre l'autre sur le canapé moelleux, frissonnant malgré le système de chauffage coûteux. Ils avaient passé toute la nuit à pleurer et à se rejeter la faute pour l'implosion catastrophique de leur statut social d'élite. Ils étaient piégés dans un état de déni paralysant. À exactement 8 heures du matin, une série de coups lourds et autoritaires résonna violemment dans la maison silencieuse. Les coups bruyants firent vibrer la lourde porte d'entrée en chêne, brisant complètement la tension silencieuse dans le hall. Sarafina se leva d'un bond, son cœur martelant furieusement contre ses côtes. Une étincelle frénétique d'espoir s'alluma dans sa poitrine. Elle croyait sincèrement que j'étais revenu pour négocier. Elle pensait que j'étais revenu pour lui offrir un règlement financier généreux afin de préserver la paix. Elle courut pratiquement jusqu'à la porte et l'ouvrit, ses excuses pathétiques et répétées déjà en formation sur ses lèvres. Mais je n'étais pas sur le porche. Au lieu de cela, Sarafina se retrouva à regarder directement les visages sévères et intransigeants de 2 officiers de police de Chicago en uniforme. Derrière eux se tenait une équipe très intimidante de 4 agents de sécurité privée, entièrement vêtus de tenues tactiques noires. L'officier de police principal s'avança, tenant une épaisse pile de documents juridiques officiels attachés à un lourd presse-papier. « Sarafina » déclara l'officier, sa voix complètement dénuée de joie de Noël. « Nous sommes ici pour exécuter une expulsion immédiate ordonnée par le tribunal au nom de la Aegis Corp Corporate Trust. Vous et tous les autres occupants êtes tenus de quitter ces lieux immédiatement. » Sarafina fixa l'officier avec une incrédulité absolue. « Vous ne pouvez pas m'expulser » cria Sarafina, son arrogance et son sentiment de droit refaisant brièvement surface. « Je suis une directrice. J'habite ici. Mon mari et moi avons acheté cette propriété ensemble. Vous n'avez aucune compétence juridique pour me faire partir le matin de Noël. » L'officier resta entièrement impassible face à cette explosion frénétique. Il lui tendit directement le lourd presse-papier. « Vous êtes légalement classé comme une intruse hostile et non autorisée, » expliqua froidement l'officier. « L'acte de propriété de ce bien appartient exclusivement à une société holding. L'actionnaire principal a révoqué vos privilèges d'invité tard hier soir. Nous avons l'ordonnance judiciaire d'urgence ici même. Vous avez exactement 10 minutes pour rassembler vos vêtements personnels et quitter la propriété. Si vous refusez d'obtempérer, mes officiers vous arrêteront pour violation de propriété. » Sarafina baissa les yeux sur les documents. La terminologie juridique complexe était impeccable. L'ordre d'expulsion était blindé, signé par un juge de la Cour suprême qui ne se souciait manifestement pas des sentiments de vacances lorsque des droits de propriété d'entreprise massifs étaient violés. Ses parents se précipitèrent dans le hall, leur visage pâle de terreur. « Vous ne pouvez pas nous jeter dehors dans la neige » hurla sa mère, serrant fermement sa robe de chambre coûteuse. « Nous n'avons nulle part où aller. » Sarafina sortit frénétiquement son téléphone, ses mains tremblant violemment alors qu'elle ouvrait son application bancaire. « Je vais juste nous réserver une suite d'hôtels de luxe en ville » déclara Sarafina, essayant désespérément de sauver une minuscule parcelle de sa fierté écrasée. « Je vais engager une voiture privée pour venir nous chercher. Nous n'avons pas besoin de cette misérable maison. » Elle tapota l'écran pour voir son portefeuille financier. L'application se chargea lentement, puis afficha un message d'erreur audacieux et flagrant. « Compte gelé,
solde disponible, 0$. Elle balaya frénétiquement vers ses cartes de crédit. Chaque carte de platine était marquée d'un statut, suspendu, en rouge vif. La prise de conscience la frappa comme un coup de poing physique à l'estomac. Le verrouillage financier était absolu. Elle n'avait pas d'argent, pas de crédit, et pas d'actifs. Elle ne pouvait même pas se payer un simple trajet en taxi jusqu'à la gare routière la plus proche. L'équipe de sécurité privée entra dans la maison avec une efficacité impitoyable. Ils dirigèrent systématiquement Sarafina et ses parents terrifiés hors du hall chaleureux et directement sur le porche avant, gelé et couvert de neige. Ils n'étaient pas autorisés à emballer d'œuvres d'art coûteuses, d'appareils électroniques haut de gamme ou de meubles de luxe. Ils n'étaient autorisés à prendre que les manteaux suspendus dans le placard du hall et les vêtements qu'ils portaient actuellement. La lourde porte en chêne se referma avec un bruit sourd, définitif et final, se verrouillant automatiquement derrière eux. Sarafina se tenait là, grelottant dans la neige amère, vêtue d'une robe en ruine et tenant un téléphone en plastique inutile. Sa mère se mit à gémir misérablement, s'enlaçant les bras alors que le vent glacial lui fouettait la peau. Son père fixait d'un air absent la porte verrouillée, complètement brisée par la chute soudaine et brutale dans la pauvreté absolue. Ils étaient sans abri, sans le sou, et entièrement isolés le matin de Noël, exactement comme je l'avais été. À un demi-pâté de maison de là, j'étais confortablement assis à l'intérieur de mon élégant SUV noir, sur les sièges en cuir chauffant. Les vitres teintées me protégeaient complètement de leur vue, mais j'avais une ligne de vision parfaite et dégagée sur leur misère absolue. Je regardais la femme arrogante qui avait tenté de me bannir, grelotter de manière incontrôlable dans le froid. Mon téléphone crypté vibra doucement sur mes genoux. Je le pris et lus un nouveau message texte de Lyra. Évendé et ruiné et j'ai demandé le divorce ce matin. J'ai déménagé pendant qu'ils étaient distraits par la télé. Les ordures finissent enfin par se sortir toutes seules. Fier de toi, PDG. Je souris. Un sourire sincère et radieux qui atteignit mes yeux. Le passé toxique était enfin définitivement rompu. Je verrouillai mon téléphone et tapai sur la vitre de séparation qui me séparait de mon chauffeur, Marcus. Emmenez-moi à l'aérodrome privé, Marcus, instruisis-je calmement. J'ai un vol à prendre. Le lourd véhicule s'éloigna en douceur, laissant Sarafina et sa famille brisés en permanence dans le froid. Je me penchai en arrière dans le cuir moelleux, regardant les rues enneigées défiler. L'histoire de mon triomphe silencieux mais absolu sur ma femme émotionnellement abusive et sa famille opportuniste sert de profonde leçon magistrale sur la reconnaissance de sa propre valeur. Pendant 4 ans, j'ai enduré un dénigrement incessant, rétrécissant ma vie pour accommoder l'ego fragile d'une femme qui me considérait comme un passif. La leçon principale intégrée dans tout ce récit est que le vrai pouvoir réside dans l'autonomie et le refus absolu de laisser les personnes toxiques dicter votre valeur. Je n'ai pas eu besoin de crier, de supplier ou de discuter pour prouver ma valeur à des gens qui étaient totalement déterminés à mal me comprendre. Au lieu de cela, j'ai tranquillement construit une fondation impénétrable de succès massif et d'indépendance financière totale dans l'ombre. Mon parcours illustre le danger immense et suffocant de nous rabaisser pour nous adapter à des environnements qui refusent de nous respecter. Sarafina et sa famille ont construit une réalité basée entièrement sur des illusions arrogantes et un statut superficiel. Mais ma réalité était ancrée dans des réalisations tangibles et une confiance en soi inébranlable. De plus, cette histoire nous enseigne que la vraie justice n'est souvent que la conséquence naturelle du retrait de notre bouclier protecteur de ceux qui nous tiennent pour acquis. Lorsque j'ai initié mon verrouillage financier et que je suis entré dans la lumière aveuglante en tant que brillant président-directeur général d'Aegis Corp, j'ai simplement cessé de subventionner ces illusions toxiques. Nous apprenons que nous ne devons absolument aucune loyauté à ceux qui exploitent activement nos sacrifices. S'éloigner d'un environnement toxique n'est jamais un signe de faiblesse. C'est la démonstration ultime d'une force et d'un respect de soi immense. Finalement, ma transformation d'un partenaire conciliant à un leader puissant et impitoyable nous rappelle de garder farouchement notre énergie et de cultiver notre propre indépendance. Ne permettez jamais à l'insécurité profonde de quelqu'un d'autre de vous convaincre que vous êtes autre chose qu'extraordinaire. Si vous compromettez actuellement votre génie pour maintenir la paix dans une relation toxique, reprenez votre pouvoir aujourd'hui et commencez à construire l'avenir spectaculaire que vous méritez vraiment. Alors, ai-je été trop impitoyable en détruisant toute sa carrière à la télévision nationale, ou a-t-elle eu exactement le pays des merveilles hivernales qu'elle méritait? Faites-moi part de votre verdict dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette histoire sur. Si ce n'est pas déjà fait, appuyez sur le bouton « S'abonner », laissez un
j'aime, et activez les notifications pour ne jamais manquer une portion de karma.